Après avoir tout sacrifié pour mon frère, sa belle famille m'humilie à son mariage. Prête à partir, il me retient et leur annonce, vous venez de commettre la plus coûteuse erreur de votre vie. Demain, tout allait changer. Je m'appelle Maël Dubois. J'ai 36 ans, et je suis entré au mariage de mon petit frère, convaincu d'avoir enfin gagné une place paisible parmi des gens qui ignoraient tout du prix qu'il avait fallu payer pour qu'il arrive là. Je n'étais pas venu chercher des éloges. Je n'attendais pas de discours sur les années où j'avais travaillé jusqu'à avoir les pieds engourdis, ni sur les nuits où je rentrais trop épuisé pour manger parce que chaque euro économisé était allé vers son avenir. Je suis venu parce que le garçon que j'avais aidé à élever devenait un mari. Et pour un jour, je voulais me sentir fier sans avoir à justifier ma présence. Le club privé élégant était impeccable, coûteux et silencieux, comme le sont toujours les lieux fréquentés par les riches, comme si même l'air avait été dressé à ne pas faire d'erreur. J'ai trouvé ma table près du bord de la salle de réception, souri aux fleurs blanches, tendu la main vers le marque-place à côté de mon assiette, et mon corps entier s'est glacé. Il n'était pas écrit « sœur du marié ». Il n'était pas écrit « famille ». Il était écrit « sœur pauvre et sans éducation, vivant au crochet de son frère ». Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal lu. Puis les rires ont commencé, non pas de la part d'étrangers confus, mais de personnes qui attendaient visiblement que je le voie. La famille de la mariée se couvrait la bouche, se penchait l'une vers l'autre et riait comme si mon humiliation faisait partie du spectacle. J'ai cherché mon petit frère du regard à travers la pièce, et tout ce que j'ai pu penser fut « pas aujourd'hui ». Je ne gâcherai pas son mariage. J'allais ravaler ma honte, déposer la carte et partir discrètement. Mais avant que je puisse faire un pas, il a attrapé ma main, s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol, et a regardé droit son futur beau-père. Sa voix était calme, mais elle a traversé toute la pièce quand il a dit « Vous venez de commettre la plus coûteuse erreur de votre vie. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait chez vous, et si cela correspond à l'ambiance que cette histoire vient de vous donner. » La pièce est devenue silencieuse si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait coupé la musique avec un couteau. Mon petit frère tenait toujours ma main, et toutes les personnes qui avaient ri semblaient soudain avoir oublié comment respirer. Je sentais le marque-place appuyé contre mes doigts, cette vilaine phrase gravée à l'encre noire, preuve que la cruauté avait été planifiée, imprimée, approuvée et placée soigneusement à côté de mon assiette. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs ne se présentent pas avec une calligraphie assortie. Les erreurs ne s'installent pas à une table de dîner formelle en attendant qu'une personne spécifique les trouve. À travers la pièce, le père de la mariée, Étienne Fournier, se leva lentement. Je ne connaissais pas son nom en entrant. Pour moi, il n'avait été que l'homme riche souriant sur les photos, l'homme dont ma sœur aimait la fille, l'homme que tout le monde semblait nerveux d'impressionner. Mais maintenant, tous les regards dans ce club privé se tournèrent vers lui, comme s'il possédait non seulement la pièce mais aussi le droit de décider ce qui constituait un manque de respect. Il ajusta sa veste, regarda mon frère et laissa échapper un petit rire. « Asseyez-vous, dit-il. Vous vous ridiculisez. » Mon frère ne bougea pas. « Expliquez la carte. » L'homme y jeta un coup d'œil comme s'il l'avait à peine remarqué avant, ce qui était impossible. « C'était une blague, dit-il. Une petite blague. Votre sœur semble assez âgée pour en supporter une. » Quelques personnes se sont agitées sur leur siège, mais personne n'a parlé. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Certaines personnes avaient ri parce qu'elles pensaient que c'était drôle. D'autres avaient ri parce qu'elles avaient peur de ne pas rire. Et le reste était resté silencieux parce que le silence est le costume le plus facile pour la lâcheté. J'ai gardé ma voix stable et j'ai demandé, si ce n'était qu'une blague, pourquoi étais-je la cible? Son sourire s'est amenuisé. Parce que les gens comme vous prennent tout personnellement. La main de mon frère se resserra autour de la mienne, mais je ne l'ai pas laissé avancer. Pas encore. L'homme l'a regardé et a dit, vous devriez être très prudent ce soir. Un jeune homme dans votre position devrait comprendre la valeur des bonnes relations. Puis il a fait un signe de tête vers les lustres, les fleurs, la pièce coûteuse, comme si tout cela était une preuve dans un procès que lui seul avait le pouvoir de juger. Vous avez été accueilli dans une famille qui peut vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais atteintes seul. J'ai clairement entendu l'insulte. Mon frère aussi. J'ai dit qu'il avait atteint chaque porte parce qu'il avait travaillé pour cela. L'homme m'a regardé avec un amusement non dissimulé. Et vous avez aidé, j'en suis sûr. Tout le monde a une triste histoire. Mais le sacrifice ne rend pas quelqu'un éduqué.
Il ne rend pas quelqu'un raffiné. Il ne rend certainement pas quelqu'un égal. Un léger soupir s'est échappé de quelque part près de la table d'honneur. Mon visage a brûlé, mais j'ai refusé de baisser les yeux. J'ai pensé aux années où j'avais travaillé pendant que d'autres dormaient. J'ai pensé à remplir des formulaires d'aide financière à minuit, à préparer les déjeuners de mon frère avant le lever du soleil, à lui dire que j'avais déjà mangé quand il n'y avait de la nourriture que pour l'un de nous. J'ai pensé à la première fois qu'il avait été accepté dans un programme d'été et qu'il avait pleuré parce qu'il pensait que nous n'avions pas les moyens de payer le bus. J'ai pensé à vendre le bracelet de ma mère et à faire semblant de l'avoir égaré parce que je ne voulais pas qu'il sache ce que son opportunité m'avait coûté. J'ai dit, je ne suis jamais venu ici pour demander à être l'égal de votre argent. Je suis venu ici en tant que famille. Il s'est penché, toujours souriant. Famille n'est pas un mot que l'on utilise pour s'introduire de force dans des pièces où l'on n'a pas sa place. Mon frère a finalement lâché ma main et s'est placé à mes côtés. Sa voix était douce, mais toutes les tables l'ont entendu, elle a sa place partout où je me tiens. L'expression de l'homme a alors changé. Pas beaucoup, mais suffisamment. La blague était terminée et la punition commençait. Il a sorti son téléphone et a dit, peut-être devrions-nous revoir quelques arrangements avant que ce mariage ne devienne légalement compliqué. La mère de la mariée a chuchoté son nom avec acuité, mais il l'a ignoré. Il a regardé mon frère et a poursuivi, les offres d'emploi peuvent être reconsidérées. Les subventions peuvent être retardées. Les promesses peuvent être suspendues. Vous pensez peut-être que la fierté est gratuite, mais vous êtes sur le point d'apprendre qu'elle a un prix. Mon frère l'a regardé fixement et a dit, merci. L'homme a cligné des yeux, pourquoi? Mon frère a répondu, pour avoir dit tout cela devant témoin. Pour la première fois de la nuit, Étienne Fournier a cessé de sourire. La pièce avait changé. Ce n'était plus une pièce qui riait d'une sœur pauvre. C'était une pièce qui regardait un homme puissant révéler que sa gentillesse avait toujours été conditionnelle, et sa générosité, toujours accompagnée d'une laisse. Jusqu'à ce moment, la mariée, Claire, était restée figée près de la table d'honneur, pâle sous la douce lumière des réceptions. Elle ressemblait moins à une femme qui appréciait son mariage qu'à quelqu'un qui regardait le sol se fissurer entre la vie qui lui avait été promise et la vérité qui se tenait devant elle. Les fleurs derrière elle étaient parfaites. Sa robe était parfaite. Les photographies prises sur le côté de la pièce étaient probablement parfaites aussi. Mais son visage ne l'était pas. Son visage montrait la première chose réelle que j'avais vue de ce côté de la famille de toute la nuit. Son père s'est tourné vers elle avec un avertissement dans les yeux. Le genre de regard qui dit à un enfant de se souvenir de qui paie pour tout. Ne t'en mêle pas, dit-il. Mais elle ne s'en est pas mêlée. Elle a marché vers mon frère en premier, pas vers son père. Et ce petit choix a changé toute la pièce. Savais-tu pour la carte, lui a demandé mon frère. Sa voix s'est brisée juste assez pour que j'entende la douleur sous la colère. Elle a secoué la tête rapidement. Non, je te jure que non. Puis elle m'a regardé. Je suis tellement désolé. Je voulais la croire. Je l'ai cru. Mais la honte a le don de faire que toute excuse sonne comme une arrivée tardive. Avant que je puisse répondre, son père a ri sous cape. Ne t'excuse pas pour des gens qui cherchent à être offensés. Elle s'est tournée vers lui. Ce n'était pas une offense. C'était une humiliation. Sa mère s'est précipitée en avant, souriant d'un air contraint aux invités comme si un sourire pouvait couvrir une blessure aussi profonde. Chérie, pas ici. Il y a des gens qui regardent. La mariée a regardé autour de la pièce et pour la première fois, je pense qu'elle a vraiment vu quel genre de personnes observaient. Certains étaient gênés. Certains étaient amusés. Certains chuchotaient déjà dans leur téléphone. Quelques-uns avaient l'expression coupable de personnes qui souhaiteraient pouvoir remonter 10 minutes en arrière et choisir une meilleure réaction. Elle a levé le menton et a dit, bien. Laissez-les regarder. Le visage de son père s'est durci. Tu es émotive. Elle a répondu, non, je suis enfin éveillée. Cette phrase a eu plus d'impact qu'un cri. J'ai vu mon frère la regarder avec de l'espoir et de la peur se disputant sur son visage. Elle s'est tournée vers moi à nouveau et a dit, il m'a raconté ce que tu as fait pour lui. Il m'a dit que tu avais abandonné l'université. Il m'a dit que tu avais eu 2 emplois. Il m'a dit que tu l'avais élevé alors que vous étiez encore tous les deux des enfants. Je l'ai cru, mais je ne pense pas l'avoir vraiment compris avant maintenant.
Son père s'est impatienté. Tu as compris la version sentimentale. Elle lui a fait face pleinement alors. Quelle version préféreriez-vous? Celle où une jeune femme a perdu ses parents et a quand même nourri son frère? Celle où elle a construit son avenir pendant que tout le monde construisait son image? Ou celle où vous avez cru que la bonne façon de l'accueillir était de la railler devant une salle pleine d'étrangers? Sa mère a chuchoté, s'il te plaît, arrête. Mais la mariée ne s'est pas arrêtée. Mon frère a demandé, savais-tu que ton père voulait contrôler nos comptes après le mariage? Ses yeux se sont agrandis. Son père a dit que c'était une précaution. Elle avait l'air malade. Une précaution contre quoi? Mon mari aimant sa sœur? Mon mariage ayant un passé que vous ne pouvez pas acheter? Il a fait un pas vers elle. Tu es trop jeune pour comprendre comment les gens s'accrochent aux opportunités. Les yeux de la mariée se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. Non, papa. Je comprends parfaitement. Vous pensez que l'amour n'est sûr que lorsque vous pouvez l'auditer. La pièce a alors changé d'ambiance. Les gens qui s'étaient moqués de moi quelques minutes plus tôt avaient maintenant l'air mal à l'aise. Non pas parce qu'ils avaient soudainement eu un cœur, mais parce que la cruauté avait cessé de paraître sans danger. La réputation était entrée dans la pièce, et la réputation les effrayait plus que la moralité. La mariée s'est placée à côté de mon frère et lui a pris la main. Si tu l'insultes encore, a-t-elle dit à son père, je quitterai mon propre mariage. Il l'a regardée comme s'il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse choisir quelqu'un d'autre que lui. Tu jetterais ta famille pour ça? Elle a répondu, non, c'est vous qui la jetez. Mon frère m'a regardé et j'ai pu voir le garçon que j'avais élevé dans l'homme qu'il était devenu. Fier, blessé, tremblant de retenue. Je voulais lui dire d'arrêter. Je voulais le protéger comme je l'avais toujours fait. Mais pour une fois, il me protégeait. Et la femme qu'il épousait prouvait enfin qu'elle comprenait ce que cette protection signifiait. Le père de la mariée s'est penché vers sa fille et a dit très doucement, tu n'as aucune idée de ce que la loyauté envers ces gens te coûtera. Elle n'a pas détourné le regard. Alors peut-être est-il temps que je le découvre. Sa mâchoire s'est serrée et à ce moment-là, j'ai su qu'il avait cessé de la voir comme sa fille et qu'il commençait à la voir comme une propriété qui lui échappait. Le mariage aurait dû être sauvé par des excuses. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Une phrase honnête, un moment d'humilité, un aveu que la carte était cruelle et que ma place dans la vie de mon frère n'était pas un sujet de moquerie. Mais les hommes puissants s'excusent rarement lorsqu'ils croient encore que la punition est possible. Étienne Fournier a redressé ses épaules, a regardé à travers la pièce et a affiché le genre de sourire calme qui me glaçait le sang. Très touchant, dit-il. Mais ce n'est pas un tribunal, et je ne suis pas en procès. Mon frère a répondu, non, vous vous faites juste passer pour coupable. C'est alors que le masque de l'homme a glissé. Pas complètement, mais suffisamment. Son visage est resté contrôlé, mais ses yeux ont changé. Ils sont devenus plats et perçants, comme s'il avait cessé de parler à des êtres humains et avait commencé à gérer un problème. Il a soulevé son téléphone à nouveau et n'a fait aucun effort pour cacher l'appel cette fois-ci. Didier, a-t-il dit quand quelqu'un a répondu, j'ai besoin que tu appelles Mercier et Dupont ce soir. Dis-leur que notre rebranding hôtelier est en cours de révision s'il continue avec la nouvelle embauche de la famille Dubois. Mon frère est resté immobile. La mariée a attrapé le bras de son père. Qu'est-ce que tu fais? Il a couvert le téléphone et a dit, enseignez les conséquences. Puis il est revenu à l'appel. Aussi, contacte le bureau de la fondation. Le programme de compétences mobiles lié à Maël Dubois devrait être mis en pause jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux pas que mon nom soit associé à des gens qui créent des scènes publiques pour la sympathie. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. L'offre d'emploi était une chose. C'était cruel, mais cela visait mon frère. La subvention était différente. Ce projet ne me concernait pas. Pendant 2 ans, j'avais essayé de construire un programme communautaire mobile pour les adolescents qui avaient besoin d'aide pour leur CV, de pratiques d'entretien, de soutien pour le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, et de compétences numériques de base. Des enfants intelligents mais invisibles. Des enfants dont les parents travaillaient la nuit. Des enfants qui n'avaient personne pour leur expliquer comment rédiger une lettre de motivation ou assister à un entretien simulé sans avoir honte de leurs vêtements. Des enfants comme mon frère l'avait été autrefois. Il avait trouvé la seule chose dans ma vie qui me semblait encore plus grande que la survie.
Et il essayait de l'écraser parce que je l'avais embarrassé par mon existence. Mon frère s'est déplacé si vite que 2 de ses amis ont dû le retenir. « Lâchez-moi, dit-il, la voix tremblante. Je me suis placé devant lui. Non. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi. J'ai baissé la voix. Ne le laissez pas transformer votre amour en preuve contre vous. Cela l'a arrêté. Je savais exactement ce que le père de la mariée voulait. Il voulait que mon frère soit en colère. Il voulait une bousculade, une menace, un vilain moment qu'il pourrait montrer plus tard en disant « Voyez, c'est le genre de famille qu'ils sont. » La mariée s'est interposée entre son père et nous. Raccroche. Son père l'a regardée comme si elle était une enfant interrompant une réunion d'affaires. Bouge, a-t-elle dit. Raccroche ou je m'en vais. Sa mère s'est couvert la bouche. La pièce est devenue électrique. Chaque invité a compris les enjeux maintenant. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un homme utilisant l'argent comme une arme en public, et sa propre fille se tenait devant la lame. Il a lentement baissé le téléphone, mais ses yeux sont restés froids. « Tu penses que partir te rend courageuse ?» lui a-t-il demandé. « Non », a-t-elle dit. « Rester ici le fait. » Il a regardé mon frère. « C'est ce que votre famille apporte. Le chaos, l'émotion, la pauvreté déguisée en vertu. » Mon frère a répondu, et c'est ce que la vôtre apporte. Le contrôle déguisé en protection. Étienne Fournier a souri, mais il n'y avait rien d'humain dans ce sourire. Profitez de votre petite victoire ce soir. Demain matin, vous comprendrez la différence entre la fierté et le pouvoir. Puis il est sorti de la salle de réception. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Il est parti avec le calme d'un homme qui croyait que le véritable dommage avait déjà été ordonné. Le mariage s'est poursuivi après cela, mais seulement de la manière dont une horloge cassée indique toujours un chiffre. Les gens applaudissaient au mauvais moment. Le gâteau a été coupé. La musique a redémarré. Des toasts ont été portés par des personnes qui évitaient de dire quoi que ce soit de vrai. Quelques invités sont venus me voir et m'ont chuchoté qu'ils étaient désolés, mais les chuchotements après les rires ne guérissent pas grand-chose. Je me suis tenu près du fond et j'ai regardé mon frère tenir les mains de sa mariée pendant qu'ils semblaient tous deux avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Je voulais que la nuit se termine. Je voulais croire que le pire était déjà arrivé. Mais au fond de moi, je savais que l'homme qui était parti n'en avait pas fini. Des hommes comme lui ne partent pas parce qu'ils sont vaincus. Ils partent parce qu'ils veulent de l'intimité pour la prochaine attaque. Et cette nuit-là, pendant que tout le monde faisait semblant de célébrer, j'ai senti l'avenir se resserrer autour de nous comme un piège. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que le soleil ne soit entièrement levé. Je savais qui c'était avant de regarder. Le nom de mon frère s'est affiché à l'écran, et quand j'ai répondu, il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit qu'il l'avait fait. Sa voix sonnait rauque, comme s'il avait passé toute la nuit à essayer de ne pas briser quelque chose. Je me suis assise dans mon lit. L'offre ? Il y a eu une pause. Disparu. Mercier et Dupont ont envoyé un email à 6h20. Ils ont dit qu'ils avaient décidé d'aller dans une autre direction. Claire a appelé quelqu'un qu'elle connaît du studio. Son père a parlé à l'un de leurs investisseurs la nuit dernière. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas surprise, mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Mon frère avait construit ce portfolio pièce par pièce en travaillant à temps partiel, en étudiant tard et en apprenant lui-même des logiciels sur un vieil ordinateur portable qui surchauffait s'il ouvrait trop d'onglets. Cette offre n'avait pas été une charité. Elle avait été méritée. C'était la première fois que je l'avais vu envisager son avenir sans hésiter. Et il y a plus, dit-il. Je savais déjà. J'ai ouvert mes emails pendant qu'il restait en ligne. C'était là, un message de la fondation avec un langage soigné et des regrets vides. Ma demande pour le programme de compétences mobiles La Seconde Chance avait été reportée en attente d'un examen plus approfondi. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. En attente d'un examen plus approfondi signifiait enterré. Cela signifiait que quelqu'un avait appelé. Cela signifiait qu'un homme avec trop d'argent avait décidé que les adolescents qui avaient besoin d'aide pour rédiger leur CV devaient payer pour sa fierté blessée. Maël, dit mon frère, dit quelque chose. J'ai pris une lente inspiration. Je me suis dit que c'était toujours ce qui effrayait les gens chez moi. Je ne criais pas quand j'étais vraiment en colère.
Je devenais silencieuse. 1 heure plus tard, la mariée est arrivée à mon appartement, vêtue d'un jean, de baskets et sans maquillage. Sans la robe, sans les diamants, sans la coiffure parfaite, elle avait l'air plus jeune et plus fatiguée, mais aussi plus réelle. Mon frère l'accompagnait, faisant les 100 pas comme si la colère était la seule chose qui le maintenait debout. Elle s'est assise à ma petite table de cuisine et a placé son téléphone devant moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. La première chose était une chaîne de mails de l'organisateur de mariage. Mon estomac s'est serré quand j'ai vu la pièce jointe. Les marque-places n'avaient pas été une erreur. La ligne insultante avait été soumise par l'assistant de son père 3 jours avant le mariage. Il y avait même des notes pour s'assurer qu'il soit placé à ma place avant l'arrivée des invités. Pas près de ma place. À ma place. Comme si mon humiliation faisait partie du plan de table. Mon frère a chuchoté, il l'a planifié. La mariée a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je ne savais pas. J'ai besoin que tu me croies. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai hoché la tête une fois. Je te crois. Elle a dégluti difficilement et a ouvert une note vocale. Ma cousine m'a envoyé ça hier soir. Elle avait peur de dire quoi que ce soit avant, mais après ce qui s'est passé, elle ne pouvait plus se taire. L'enregistrement a été lu. La voix de son père a rempli ma cuisine, détendue et amusée. La sœur est le problème, a-t-il dit. Elle a cette histoire de pauvre femme martyre. Les gens comme ça transforment le sacrifice en contrôle. S'il épouse cette famille, il devra apprendre où se situe la loyauté. Un homme en arrière-plan a demandé, et s'il ne le fait pas? Son père a ri. Alors nous lui enseignons la pénurie. Mon frère a cessé de faire les 100 pas. Son visage est devenu complètement immobile, ce qui m'a plus effrayé que la colère. La mariée a ouvert un autre extrait. Son père à nouveau, cette fois plus incisif. Les pauvres font toujours passer la survie pour quelque chose de sacré. Habituellement, ce n'est qu'un échec avec une meilleure narration. J'ai posé le téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Cela m'a surprise. Les mots faisaient mal, mais ils éclaircissaient aussi tout. Des hommes comme lui survivaient parce qu'ils gardaient leur cruauté privée et leur manière publique. Maintenant, pour la première fois, les 2 versions de lui étaient sur ma table de cuisine. Mon frère a dit, je le poste tout de suite. Non, ai-je dit. Il m'a regardé fixement. Non, pas encore. La mariée a eu l'air confuse. Il a déjà détruit ton projet. J'ai hoché la tête. Et si nous publions maintenant, il dira que nous sommes émotifs, amers, instables. Il dira que tu t'es retourné contre lui parce que ton mariage a été gâché. Il dira que j'utilise mon frère pour la sympathie. Il sait comment survivre à un scandale si ça a l'air désordonné. Mon frère s'est assis lentement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé la mariée. Tu lui demandes une réunion de famille. Dis-lui que tu veux la paix. Dis-lui que tu veux comprendre. Laisse-le penser qu'il a encore le contrôle. Ses yeux ont changé quand elle a compris. Tu veux lui donner une chance de s'excuser. Oui, ai-je dit. Et s'il refuse, je veux qu'il prouve exactement qui il est sans une salle de bal pleine de gens pour le protéger. Mon frère a regardé l'une puis l'autre, et un calme dur s'est installé sur son visage. Alors, nous le laissons parler. J'ai hoché la tête. Les hommes comme lui le font toujours. Avant qu'il ne parte, la mariée a regardé autour de mon appartement, les vieux placards, la table ébréchée, la pile de dépliants du programme pour le fourgon de compétences, et elle a chuchoté, il n'a aucune idée contre qui il se bat. J'ai failli sourire. Non, ai-je dit, il pense qu'il se bat contre la pauvreté. Il se bat contre la preuve. La réunion a été fixée pour le samedi suivant au manoir de Beaumont à Versailles. L'appeler une maison semblait malhonnête. C'était un domaine clôturé avec des piliers de pierre, des clôtures en fer forgé noir et des fenêtres si hautes qu'elles ressemblaient moins à des ouvertures qu'à des avertissements. Tout dans l'endroit parlait de richesse, mais rien n'évoquait un foyer. Alors que nous passions le portail, mon frère m'a pris la main comme il l'avait fait au mariage. Cette fois, je lui ai serré la sienne en premier. La mariée était assise à ses côtés, silencieuse mais stable. Elle avait perdu l'argent de son père, son transfert d'appartement et le filet de sécurité en lequel elle avait été élevée à faire confiance. Pourtant, d'une certaine manière,
elle semblait plus forte qu'elle ne l'avait été dans la salle de bal. Avant que nous ne sortions de la voiture, elle a chuchoté, « S'il s'excuse, je veux que ça s'arrête. » Moi aussi, ai-je dit. Et je le pensais. La vengeance n'était pas le but. La vérité l'était. Mais j'avais appris il y a longtemps que la vérité a besoin de témoins parce que les gens au pouvoir adorent appeler la douleur un malentendu. Nous sommes entrés dans un salon formel où son père l'attendait avec sa mère et un avocat de la famille. Il ne s'est pas levé quand nous sommes entrés. Bien sûr que non. Les hommes comme lui utilisaient les chaises comme des trônes. La pièce sentait le cuir, l'argent ancien et les fleurs qui avaient probablement été remplacées avant d'avoir le temps de faner. Soyons efficaces, dit-il. Je suppose que vous êtes ici parce que la réalité est arrivée. La mâchoire de mon frère s'est serrée, mais il est resté silencieux. Je me suis assise en face de lui. Nous sommes ici parce que votre fille a demandé une conversation privée avant que cela ne devienne public. Il a souri. Public ? Cela ressemble à une menace. Non, ai-je dit, c'est un choix. Vous pouvez admettre ce que vous avez fait, cesser d'interférer avec son emploi, rétablir l'examen de la fondation et vous excuser de m'avoir humilié au mariage, ou vous pouvez continuer à prétendre que la cruauté est un leadership. Sa femme, assise rigidement à ses côtés, a baissé les yeux sur ses mains. Étienne Fournier s'est penché en arrière. Les gens comme vous ont toujours besoin d'un discours. Mon frère a finalement parlé, les gens comme nous ? L'homme a haussé les épaules. Les gens qui confondent la lutte avec le caractère. Les gens qui croient que survivre à l'adversité leur donne droit au respect. J'ai senti mon frère bouger à côté de moi, mais j'ai gardé mes yeux sur l'homme de l'autre côté de la pièce. Le respect n'est pas quelque chose que la pauvreté annule. Il a ri doucement. La pauvreté n'annule pas le respect. Le comportement le fait. Votre frère a interrompu son propre mariage parce que vous avez été offensé par une blague. Vous avez monté ma fille contre sa famille et maintenant vous êtes assise dans ma maison à faire des demandes comme si vous aviez un levier. La mariée s'est levée. Papa, arrête. Il l'a regardé. Non, tu dois entendre ça clairement. L'amour ne suffit pas pour construire une vie stable. Votre mari est talentueux, oui, mais il est émotionnellement lié à un passé qu'il aurait dû dépasser, et votre belle-sœur est l'encre. Mon frère s'est levé si vite que l'avocat a tressailli. Dites un mot de plus à son sujet. J'ai levé une main. Asseyez-vous. Il m'a regardé, respirant fort, mais il s'est assis. Étienne Fournier a souri comme s'il avait prouvé quelque chose. Vous voyez, elle le contrôle. J'ai répondu, non, il me fait confiance parce que je n'ai jamais utilisé son avenir comme une laisse. Cela a effacé le sourire de son visage. Pour la première fois, j'ai vu une vraie colère. Ne me faites pas la morale dans ma maison. La mariée a fait un pas en avant. Alors arrêtez d'agir comme si l'argent vous rendait morale. Il s'est tourné vers elle. Si tu sors de cette famille pour eux, tu sors avec rien. Pas de confiance, pas d'appartement, pas de soutien, pas d'appel pour réparer ce que tu casses. Je ne financerai pas le manque de respect. Sa femme a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais il était trop loin. Il avait été défié par la seule personne qu'il pensait toujours revenir quand l'argent l'appelait. Quant à vous, dit-il, me regardant, je suis prêt à vous offrir une somme d'argent généreuse si vous vous retirez de leur mariage. Discrètement, définitivement. Prenez cela comme un remboursement pour tous les sacrifices que vous continuez à porter, comme une couronne. Mon frère avait l'air de pouvoir exploser. La mariée avait l'air de quelque chose en elle était finalement mort. Je ne ressentais que du calme. Vous pensez que je l'ai élevé pour pouvoir le vendre au plus offrant ? Il a dit, je pense que tout le monde a un prix. Les gens comme vous découvrent généralement le leur plus vite. La pièce est devenue silencieuse. Même l'avocat a détourné le regard. Sa femme a émis un petit son. Pas tout à fait un sanglot. Pas tout à fait un avertissement. La voix de la mariée tremblait, mais ses mots ne tremblaient pas. Gardez votre argent. Gardez l'appartement. Gardez tout. Je préférerais commencer ma vie avec rien plutôt que d'hériter du confort d'un père qui pense que la gentillesse est une faiblesse. Le visage de son père a changé. Pour la première fois, il a eu l'air effrayé, non pas de perdre de l'argent, mais de perdre la propriété.
J'ai posé mon téléphone sur la table basse et j'ai appuyé sur lecture. D'abord, il y a eu la note vocale sur l'enseignement de la pénurie à mon frère. Puis l'extrait sur les pauvres transformant l'échec en narration. Puis j'ai joué l'enregistrement de cette même pièce, sa propre voix m'offrant de l'argent pour disparaître. Son visage s'est vidé, sa femme s'est couvert la bouche. L'avocat s'est levé immédiatement. Étienne, ne dites pas un mot de plus, mais Étienne a fait un pas vers moi. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Je me suis levé aussi. Je ne tremblais plus. Non, vous n'avez aucune idée de ce que la vérité peut faire quand les gens cessent d'avoir peur. Il a pointé la porte et a dit, sortez. La mariée l'a regardé une dernière fois. C'est la première chose honnête que vous ayez dite de toute la semaine. Nous sommes partis sans autre dispute. Dans la voiture, personne n'a parlé pendant près d'1 minute. Puis la mariée a essuyé ses yeux, a regardé droit devant elle et a dit, publiez-le. Mon frère s'est tourné vers moi, attendant. Cette fois, je n'ai pas dit non. Je ne l'ai pas publié avec rage. Cela comptait. Je n'ai pas ajouté de musique dramatique, d'insultes ou d'exagération. J'ai publié le marque-place, l'email de l'organisateur de mariage, la note vocale et l'enregistrement de la réunion avec une déclaration si simple que personne ne pouvait la déformer sans se révéler. J'ai écrit que j'avais assisté au mariage de mon frère en tant que la sœur qu'il avait élevée, que j'avais été publiquement humilié par le père de la mariée, qu'il avait utilisé son influence pour détruire une offre d'emploi et geler une subvention communautaire. Et que lorsqu'on lui avait donné une chance privée de s'excuser, il m'avait offert de l'argent pour disparaître de la vie de mon frère. J'ai également écrit que cela ne concernait pas la vengeance d'un mariage gâché. Il s'agissait de ce qui se passe lorsque des personnes puissantes croient que la vie des travailleurs est jetable. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai préparé du café parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose d'ordinaire pendant que ma vie changeait. À midi, l'histoire avait traversé Reddit. Le soir, elle était sur TikTok et Instagram. Les gens partageaient le marque-place avec des légendes sur la classe, la cruauté et le travail invisible des frères et sœurs aînés. Des enseignants ont écrit sur des étudiants qui avaient besoin de programmes comme le mien. Des infirmières ont écrit sur le fait de travailler en double quart pour leur famille, des sœurs aînées, des frères aînés, des cousins, des grands-parents, des parents adoptifs. Des gens de tous les coins du pays ont raconté des histoires où ils avaient élevé quelqu'un discrètement et avaient été traités comme si leur sacrifice ne comptait pas parce qu'il était sans argent ni statut. Certains messages ne faisaient qu'une phrase, mais ils sont restés avec moi. Une femme a écrit, « J'ai élevé mon frère aussi, et personne ne m'a jamais réservé de place. » Un homme a écrit, « Ma sœur a tout sacrifié pour moi. Je l'appelle ce soir. » Ces messages m'ont fait quelque chose que le soutien public seul n'aurait pas pu faire. Ils m'ont rappelé que l'humiliation essaie de vous isoler, mais que la vérité peut vous ramener à une communauté dont vous ne saviez pas qu'elle attendait. Le lendemain, Mercier et Dupont ont publié une déclaration disant que l'offre avait été retirée en raison de pressions extérieures et qu'ils révisaient leurs procédures d'éthique interne. Ils ont proposé à mon frère de reprendre le poste. Il les a remerciés, puis a refusé. Il a dit qu'il voulait travailler quelque part où l'intégrité n'avait pas besoin de honte publique pour être rappelée. Le même après-midi, la fondation m'a appelé. Ils ont rétabli l'examen de la subvention, se sont excusés par écrit, et en 1 semaine, le programme de compétences La Seconde Chance a reçu plus de dons que je n'en avais récolté en 2 ans. Des inconnus ont envoyé 20 €, 5 €, parfois juste un message disant « Quelqu'un a fait ça pour moi une fois ». Cela m'a plus ému que l'insulte ne l'avait jamais fait. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois, le travail que j'avais porté seul a été porté par de nombreuses mains. La famille Fournier ne s'est pas remise si facilement. Le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé une enquête interne. Un partenariat municipal lié à l'un de leurs projets hôteliers a été suspendu. 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif ont retiré Étienne de ses postes honorifiques. Des partenaires commerciaux se sont distancés avec le langage prudent que les gens riches utilisent lorsqu'ils sont terrifiés d'être photographiés à côté du mauvais scandale. Mais la perte la plus coûteuse n'a pas été imprimée en une manchette. Sa fille n'est jamais revenue. Elle et mon frère ont emménagé dans un petit appartement à 3 rue du mien avec des meubles d'occasion, des sols irréguliers et plus de paix que ce manoir n'en avait jamais contenu. Sa femme a quitté le domaine 1 mois plus tard. Je ne sais pas si elle est partie par courage, par honte ou par épuisement. Peut-être les 3. Le fourgon de compétences a ouvert à la fin de l'été.
Le premier jour, 17 adolescents se sont présentés. Nous les aidons à construire des CV, à pratiquer des entretiens, à postuler à des cours de DAU et à apprendre à raconter leurs histoires sans s'excuser de leurs origines. Mon frère a fait du bénévolat le samedi. Sa femme a appris aux étudiants à rédiger des lettres de motivation personnelle. Une bibliothécaire à la retraite a offert un soutien gratuit en lecture. Un mécanicien local a fait don d'un espace pour des ateliers le week-end. Ce qu'Étienne a essayé de détruire est devenu plus grand que tout ce que j'aurais pu construire seul. Et chaque fois que je voyais un enfant repartir un peu plus grand, je pensais à l'homme qui avait essayé d'enterrer ce projet parce qu'il pensait que me blesser prouverait son pouvoir. 3 mois après le mariage, Étienne est venu seul à mon appartement. Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de sourire poli. Il s'est tenu à ma porte et a dit « J'ai eu tort ». Je croyais qu'il le savait. Je savais aussi qu'il l'avait appris trop tard. Je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai dit « Vous pensiez que l'argent pouvait acheter le silence, la loyauté et le pardon, mais il ne peut pas acheter le caractère. Il ne peut pas acheter la famille. Et il ne peut pas acheter le respect une fois que vous avez appris aux personnes les plus proches de vous que votre amour est assorti de conditions. » Ses yeux se sont baissés, et pour la première fois, il a semblé plus petit que sa propre ombre. J'ai fermé la porte doucement, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais libre. C'est la leçon que j'espère que les gens retiendront. L'éducation ne concerne pas seulement les diplômes, les écoles coûteuses ou les pièces polies. La véritable éducation est d'apprendre l'empathie, la gratitude, la responsabilité et le courage de protéger les personnes qui ne peuvent pas toujours se protéger. Une connaissance précieuse est de savoir que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte bancaire, à ses vêtements ou à la table où quelqu'un choisit de l'asseoir. Mon frère n'a pas réussi parce qu'un homme riche lui a ouvert une porte. Il a réussi parce que l'amour l'a abrité jusqu'à ce qu'il puisse construire le sien. Et je n'ai pas gagné parce qu'Internet a puni Étienne. J'ai gagné parce que j'ai cessé de laisser les personnes puissantes définir ma dignité. La vengeance la plus profonde n'était pas de le voir perdre des contrats ou des titres. C'était de voir la chose qu'il avait raillée devenir utile à d'autres personnes. C'était de voir la honte se transformer en service et la douleur en éducation. L'argent peut acheter l'attention. Il peut acheter le confort. Il peut même acheter la peur pendant un certain temps. Mais il ne peut jamais acheter la seule chose qu'Étienne a perdue pour toujours, le respect de la fille qu'il a enfin vue clairement.